Vivre à Bali en 2026, combien ça coûte vraiment? On entend souvent que Bali c'est pas cher, qu'on vit ici pour pas grand chose, mais est-ce que c'est vraiment vrai? On va pas se mentir, le marché a explosé ces dernières années, donc dans cette vidéo, je vais tout vous dire. Donc moi, ça fait presque un an que j'ai déménagé à Bali, j'étais déjà venue en 2023 et en 2 ans, les choses ont déjà beaucoup changé. Donc là, je vais vous donner les prix pour 2026 et j'ai réuni ça dans différentes catégories. Donc on a les logements, la food, les transports, le sport / bien-être et la santé. Punaise, ça fait 1 minute que je filme mais je suis déjà en sueur. Alors, petite précision, moi j'habite à Canggu, donc c'est là où il y a principalement des digital nomades. Donc si vous déménagez à Bali, vous allez soit venir à Canggu ou à Uluwatu, qui pour moi sont les deux endroits où il y a le plus de digital nomades. Alors il y a aussi des gens qui vont à Ubud ou même dans le nord de Bali vers Hamed, mais c'est plus rare. Donc dans cette vidéo, je parle bien de Canggu et Uluwatu, qui pour moi sont les deux endroits où il y a des digital nomades. Donc si vous allez dans le nord, bien évidemment, ça sera moins cher. Alors du coup, on va commencer par le logement. Donc à Bali, vous avez deux options. Donc la première, c'est d'aller en guest house. Donc vous avez votre chambre avec votre salle de bain et vous partagez les espaces communs avec les autres personnes. Donc la cuisine, le salon s'il y en a un, la piscine, et tout est inclus. L'électricité, le ménage, l'eau, parce que oui, l'eau n'est pas potable à Bali, vous avez des machines à eau à disposition. Donc ça, c'est gratuit dans les guest house, c'est inclus. Alors vous avez des guest house à tous les prix, de 4 millions à 14 millions. Le prix va surtout varier en fonction de l'endroit où vous êtes. Par exemple, à Pererenan, qui est un quartier qui a vachement explosé, où il y a plein de petits cafés sympas, ça va être assez cher niveau guest house. Et si vous vous excentrez un petit peu de Canggu, ça va être moins cher. Le prix dépend aussi du type de guest house que vous voulez. Si vous voulez une guest house hyper moderne, hyper propre, hyper récente, ça va être plus cher. Et si vous avez une guest house un peu plus ancienne, plus style local, ça va être moins cher. Et le prix varie aussi selon le nombre de temps que vous souhaitez rester dans la guest house. Si vous restez 1 ou 2 mois, ça va être plus cher. Mais si vous restez par exemple sur 6 mois, vous pouvez négocier avec le propriétaire de la guest et il vous fera sûrement un tarif plus avantageux. En tout cas, ici, sachez que tout se négocie. Alors, où trouver sa guest house? Alors, très simple, sur Booking, sur Agoda. Je vous conseille également de vous mettre sur les groupes WhatsApp des Français, les groupes Facebook. Ça vous intéresse, je vous les mets en description. Alors après, en moyenne, une guest house, c'est environ 10 millions par mois. Je dirais que c'est la moyenne ici, une guest house à 10 millions. Vous allez trouver ça assez facilement. Alors moi, ce que je vous conseille si vous souhaitez déménager à Bali, c'est de prendre une guest house pour 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, quand vous allez arriver, c'est de visiter plein d'autres guest house pour vous faire votre avis, parce que c'est fort probable que la guest house que vous allez trouver pour 2 semaines ne soit pas forcément la guest house dans laquelle vous voulez vivre, parce qu'il faut savoir qu'à Bali, il y a beaucoup de travaux, on ne sait pas trop ce qu'il y a autour, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir de la moisissure dans votre chambre, etc. Donc c'est mieux de visiter des guest house avant de s'engager sur 6 mois. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est ne vous engagez pas sur 6 mois si vous n'avez pas visité la guest house. En fait, très honnêtement, c'est pas si simple de trouver une bonne guest house sur Bali. Moi, je me souviens, la première guest house que j'ai faite quand je suis arrivée, c'était assez catastrophique. J'étais vraiment au bord d'une route. En face de moi, il y avait une école de tambour. Donc honnêtement, niveau bruit, c'était vraiment pas ouf du tout, donc je suis pas restée plus d'1 mois dans cette guest house. Un autre critère que je trouve super important, c'est la cuisine. Je sais que vous vous dites, ouais, à Bali, je vais pas cuisiner, c'est moins cher d'aller dehors. Alors oui et non. En fait, si vous êtes là sur le long terme, il y a un moment donné, vous allez forcément vouloir cuisiner au moins vos petits déj avec des petits œufs, etc. Donc avoir une cuisine qui soit propre, c'est quand même assez important, je trouve, dans une recherche de bonne guest house. Donc je vous conseille vraiment de visiter et de vérifier qu'il y a une cuisine qui est vraiment sympa à utiliser, parce que pour le quotidien, vous allez voir, c'est quand même super pratique. Et autre petite information, je trouve que sur Canggu, les prix sont moins chers que par exemple sur Uluwatu. Uluwatu, sachez que l'immobilier est légèrement plus cher. La deuxième option que vous avez en vous installant à Bali, c'est la villa. Donc c'est l'option dans laquelle j'ai choisi. Donc là, je suis actuellement dans ma villa. Moi, c'était vraiment mon goal en m'installant à Bali d'avoir ma propre villa. Mais vous allez voir que j'ai vite déchanté. Alors déjà, au niveau des prix, je trouve que les villas, c'est assez cher. Si vous attendez à trouver une villa à 300 €, c'est mort. Moi, la plupart des villas que j'ai visitées, c'était entre 800, 900 €, des fois 1000 € juste une chambre. Et pas des villas de ouf, vraiment des villas assez basiques finalement. Donc déjà au niveau des prix, j'étais assez déçue. J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver cette villa, donc ce qui fait que j'ai passé plusieurs mois dans une guest house avant de trouver cette villa. Alors hyper important, il faut savoir que 99% des villas se payent en upfront, ça veut dire 1 an à l'avance. Oui, tous les loyers, 1 an à l'avance en une seule fois.
C'est quelque chose qui se fait beaucoup ici pour les villas, vous devez payer en avance vos loyers. Donc c'est vrai que niveau flexibilité, c'est pas ouf parce que déjà vous dépensez une énorme somme d'argent en une seule fois et ensuite vous êtes loqué pendant 1 an dans votre villa. Alors ça peut être moins d'1 an, mais franchement c'est super rare. Le minimum c'est 1 an, parfois 2, même parfois 3 ans. Alors pour trouver sa villa, il va falloir être à fond dans les groupes WhatsApp et Facebook. Donc pareil, je vous les mets en description. Vous allez voir, il y a des annonces, des centaines d'annonces absolument tous les jours. Il y a tellement de construction de villas à Bali, c'est un truc de ouf. Donc je vous conseille vraiment, dès que vous trouvez une villa qui vous plaît, qui est dans vos critères, envoyez un message, allez faire des visites, visitez plusieurs villas avant de vous engager sur une seule villa. Vérifiez bien l'accès à la route, vérifiez s'il y a des constructions autour, vérifiez l'état des murs, les finitions, etc. Parce que vous allez voir qu'il y a vraiment de tout et de rien à Bali. Alors après, si vous venez en solo et que vous cherchez juste une chambre en coloc avec d'autres personnes, ça va être beaucoup plus simple. Là, c'est pas forcément du upfront pendant 1 an, vous pouvez rester sûrement 2-3 mois dans une chambre partagée avec d'autres personnes. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Mais si vous voulez une villa en entier comme nous on a une villa 2 chambres, là ça se fait à l'année. Nous, pour vous donner une idée, on a payé environ 15 000 € à l'année à 2, donc pour 2 chambres, sachant qu'on a la femme de ménage qui est inclus, le pisciniste. Par contre, à nos frais, comparé à la guest house, il faut payer l'électricité, qui est d'ailleurs assez chère. On en a pour 1,5/2 millions par mois en faisant attention. On n'a que la clim dans les chambres, on n'a pas de clim dans le salon car c'est un salon ouvert. Il faut payer son gaz, il faut payer son eau, il faut payer sa lavanderie pour les draps. Donc vous voyez, c'est plus compliqué en termes de gestion, de gérer sa villa, c'est plus cher que d'avoir une guest house où tout est absolument inclus. Après, encore une fois, certes, c'est plus cher, mais on va pas se mentir, avoir une villa, c'est vraiment pas pareil qu'une guest house. Moi, je sais que j'avais vraiment envie d'être en villa pour avoir ma maison, mon petit chez moi, avoir mon salon, ma cuisine. C'était hyper important quand tu habites à l'autre bout du monde. En fait, tu as envie de te sentir chez toi. Et je savais que j'allais rester sur du long terme, donc c'est pour ça que je cherchais une villa. Donc c'est vrai que c'est plus cher. Mais après, ça dépend de ce que vous souhaitez en termes de style de vie. Est-ce que vous êtes plutôt casanier? Parce que si vous voulez tout le temps être dehors, c'est pas la peine de mettre un énorme budget dans votre logement si vous voulez passer la majeure partie de votre temps dans les cafés. Il y a beaucoup de coworking aussi qui sont d'ailleurs très chers, on en parlera après. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est 2 styles différents. J'ai testé la guest house, là maintenant je suis en villa. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Mon conseil, très honnêtement, si vous cherchez vraiment de la flexibilité, si vous ne savez pas combien de temps vous allez réellement restez en guest house, ne vous engagez pas 1 an dans une villa. 1 an, c'est très long. Nous, par exemple, là, ça fait 6 mois qu'on est dans cette villa et on est parti, par exemple, à Noël, on est rentré en France pour les fêtes. Et en fait, c'est quand même assez galère de la louer, c'est assez stressant. Donc, quand vous n'êtes pas là, il faut s'en occuper. Des fois, vous n'avez même pas le droit de la sous-louer. Donc, après, ça dépend ce qu'il y a dans votre bail. Mais globalement, si vous n'êtes pas très flexible, restez en guest house. Ensuite, on va parler de l'alimentation à Bali, des restaurants, des courses, du prix des cafés. Vous allez vouloir prendre un petit smoothie bowl dans un petit café sympa. Vous allez avoir envie d'avoir votre petit cappuccino dans votre petit coworking. Vous allez vouloir boire un verre après le taf avec des potes dans des endroits un peu stylés. Et tout ça, ça monte très très vite. Pour vous donner une idée de prix, un cappuccino dans un coffee shop assez sympa, c'est environ 35-40 K. Et un plat basique comme un avocado toast ou un plat de pâtes, c'est environ 100 K. Mais il faut savoir que les taxes ne sont pas incluses. Donc souvent, pour une boisson, un plat, vous en avez souvent pour entre 8 à 10 € par repas. Donc oui, c'est sûr, ça reste moins cher qu'en France, mais si on fait un petit calcul rapide, si on prend une moyenne de 10 € par repas, avec le petit-déj, le midi et le dîner, ça fait 30 € par jour, ça fait 210 € par semaine, et par mois, ça fait plus de 800 €, donc ça reste quand même assez cher. Si vous souhaitez rester là sur le long terme, dépenser 800 € juste pour la nourriture, sachant que j'ai juste fait une moyenne avec une boisson et un plat. Mais dedans, j'ai pas inclus les petits verres à la plage, les petits verres en soirée, les extras, les restaurants un peu plus chics, etc. Donc sachez que ça peut très très vite monter. Et c'est pour ça que je vous disais d'avoir une cuisine dans votre guest ou la villa, c'est super important. Et donc là, vous allez me dire, ok, et pourquoi tu fais pas tes courses? Alors il faut savoir qu'ici, donc vous avez des supermarchés classiques, ça ressemble à des carrefours, ça s'appelle Pépito, Frestive, etc. Vous allez trouver pas mal de produits comme on a chez nous, mais tout ce qui est importé coûte forcément beaucoup plus cher, notamment tout ce qui est par exemple produits laitiers. Un pot de fromage blanc, ça peut vite être 5-6 € le pot de fromage blanc. Le fromage, n'en parlons pas. Un bout de feta, là, ça coûte pareil 5-6 balles. La tablette de chocolat Lindt, pareil, elle est à 5-6 €. Donc c'est des produits qui sont importés, donc forcément c'est des produits qui sont chers. Donc finalement vous allez faire des courses classiques, ça va vous coûter finalement plus cher que des fois de manger dehors. C'est pour ça qu'il faut faire un mixte entre manger dehors et manger chez soi. Par exemple, moi je sais que ce que je fais, c'est que je vais au marché local acheter des fruits, des légumes, des œufs. Je me fais souvent mes petits déj.
Et le midi, je commande soit sur Gojek, soit je vais à l'extérieur. En fait, pour pas exploser mon budget, ce que je fais, c'est que je fais un petit mélange de tout. Je fais mes petits déj à la maison la plupart du temps, où je trouve des coffee shops où c'est pas forcément très cher, comme le Nium Nium. Vous avez une formule café avec un plat à 65K, il me semble, donc vraiment pas cher et c'est super bon. On mange une fois par semaine dans des warung, donc là on en a aussi pour 2-3 euros. Donc les warung, c'est un restaurant local indonésien. Parfois on veut se faire plaisir, on va se faire un beau resto en rooftop ou un resto qui est un peu plus cher mais qui est quand même très quali. Donc en fait l'idée c'est vraiment de varier, faire un petit peu ses courses dans les marchés locaux, aller de temps en temps dans des warung, trouver des cafés un peu sympas, mais toujours en faisant attention à ses dépenses parce que comme je vous l'ai dit, ça peut très très vite monter. Moi, il faut savoir qu'en France, j'adore cuisiner, mais à Bali, honnêtement, je cuisine pas trop. Déjà, on a une cuisine, nous, qui est extérieure, donc il fait très vite chaud, on n'a pas non plus, on n'a pas de four, etc. On a vraiment juste la base. Donc pour cuisiner, c'est pas évident. On peut pas utiliser l'eau du robinet, donc à chaque fois, il faut que je lave avec l'eau qu'on a en bouteille. C'est vraiment pas pratique. Donc c'est vrai qu'ici, je cuisine plutôt mes petits déj, où je fais des petits apéros ou des choses très simples. Mais généralement, on va quand même manger dehors. Il faut juste trouver les bons endroits. Après, encore une fois, ça dépend de votre budget. Sachez qu'effectivement, à Bali, vous pouvez vivre avec un budget. Si vous mangez indonésien régulièrement, vous pouvez manger pour pas cher. Si vous faites des courses en mangeant des choses locales et pas des choses importées comme des produits laitiers, comme je l'ai dit avant, vous pouvez manger pour moins cher. Tout va dépendre de votre style de vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas manger dans des cafés hyper fancy pour 3 euros. Ça n'existe pas. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'était le cas. Mais là, aujourd'hui, vous en avez au moins pour 8-10 euros si vous voulez manger un petit avocado toast un peu fancy avec votre café dans un lieu un peu sympa. Ok, alors maintenant, on passe au transport. Donc, comme vous avez pu le voir, à Bali, il y a beaucoup de scooters, il y a beaucoup de trafic. Les routes, en fait, sont assez petites. Honnêtement, pas très bien entretenues. Vous avez des trous partout. Donc, le meilleur moyen de se déplacer ici, c'est vraiment le scooter. Donc, moi, dès que je suis arrivée, j'ai loué un scooter. J'ai commencé avec un petit scoot. C'était un petit Scoopy, ça me suffisait bien. Mais au bout d'un mois, je suis passée à un PCX beaucoup plus confortable, beaucoup plus... il y a plus d'espace dans le coffre, etc. Donc, j'ai préféré prendre un PCX qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus pratique. Surtout si vous voulez gambader après, si vous voulez partir par exemple dans le nord de Bali, faire des petits week-ends, etc. C'est quand même plus agréable d'avoir un bon scooter. Alors en termes de prix, un Scoopy, un petit scooter, c'est environ 900K par mois. Et moi là, mon PCX, je paye 1,3 million. Après, attention, je l'ai négocié, je le prends sur plusieurs mois. Généralement, sinon, c'est peut-être 2 millions. Enfin, ça dépend de votre loueur, ça dépend de l'année de votre scoot. Est-ce qu'il est récent, pas récent ? Moi, je sais que 1,3 million, c'est le prix de mon scoot et je trouve qu'il est très bien. Et après, au niveau de l'essence, c'est vraiment pas cher. Moi, mon plein, c'est environ 80 000, donc moins de 5 euros. Donc franchement, ça, c'est nickel. Alors vous allez me dire, oui, moi j'ai peur en scooter, j'ai pas envie de rouler, comment je fais à Bali pour me déplacer? Parce qu'il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus en commun. Alors il faut savoir qu'il y a 2 applications ici qu'on utilise beaucoup, donc Grab et Gojek. C'est un peu le Uber qu'on a chez nous. Alors c'est vraiment pas cher, vous avez des taxis-scooters et des voitures. Donc il y en a partout ici, à Canggu, à Uluwatu, à Ubud. Alors attention, ils sont pas partout sur l'île. Dès que vous allez aller dans le nord, vers Amed, Lovina, il n'y a pas de Gojek, il n'y a pas de Grab. Alors ça se développe de plus en plus, mais honnêtement, si vous voulez aller vous faire des week-ends, il vous faut clairement votre scooter, sinon ça va être compliqué. Mais si vous restez sur Canggu, Ubud, Uluwatu, vous allez trouver des Gojek et des Grab hyper facilement. En termes de prix, c'est vraiment quelques centimes pour une course. Moi, je sais que je les prends souvent, par exemple, quand je vais à l'aéroport, et c'est 45 minutes de route. Je paye même pas 5 euros. Alors moi personnellement, je conseille pas vraiment d'utiliser Grab et Gojek sur le long terme. Quand vous venez en voyage, oui effectivement, prenez des Grab, des Gojek, vous prenez pas la tête à louer un scoot, surtout si vous bougez, vous faites un road trip sur Bali. Mais si vous venez déménager à Bali, très honnêtement, le Grab, ça va vite vous saouler parce qu'en réalité, oui, il y en a beaucoup, mais des fois, ils viennent en 15 minutes. Des fois, ils viennent pas, des fois, ils annulent. Des fois, quand il pleut, ils vous demandent plus cher. Enfin, vous n'êtes pas forcément libre de... Je trouve que ça enlève une certaine liberté d'être en Grab, d'être en Gojek, vraiment avoir son propre scooter. C'est vraiment la liberté et pour moi, c'est vraiment la base d'avoir son scoot à Bali. Après, si vous avez un peu peur en scooter, je sais qu'il y a des agences, etc., qui organisent des petites sessions pour vous apprendre à rouler en scoot, etc., vous mettre à l'aise. Donc franchement, je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise, de prendre des cours en amont. Moi, je sais qu'il y a une pote qui avait peur au début, elle a pris quelques cours et aujourd'hui, ça va super bien. Elle roule en scoot et elle kiffe. Après, si vous avez vraiment peur en scoot, c'est pas grave, ne louez pas de scooter. J'ai pas envie de vous mettre la pression non plus. On n'est pas là pour faire un accident. Moi, c'est vrai que je suis hyper à l'aise en scoot, j'ai pas peur. En plus, je suis déjà tombée et j'ai pas peur du scoot. Mais si vous avez peur, que vous êtes angoissé quand vous prenez un scoot, prenez Grab, prenez Gojek, tranquille.
Alors, autre point à Bali, il n'y a pas vraiment de trottoir, on peut pas vraiment marcher sur cette île. Comme je vous ai dit avant, les routes sont très petites, les trottoirs sont quasi inexistants, voire un peu défoncés. Là, ils sont en train de mettre de plus en plus de trottoirs, mais globalement, on marche pas à Bali. Ça, c'est vrai qu'on est tout le temps en scoot, même pour faire des toutes petites distances. On marche pas, on prend le scooter. Donc, si vous aimez vraiment marcher, que vous vous dites c'est pas grave, je vais marcher à pied, etc., ça va être très compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui partent pour cette raison. Moi, j'ai une copine qui a quitté Bali parce que elle adore marcher. Et ici, elle n'arrivait pas à marcher, elle n'aimait pas trop le scooter. Et pour elle, c'était un frein, en tout cas un inconvénient d'être à Bali. Alors, apparemment, ils vont aussi construire un métro à Bali qui va relier l'aéroport à Canggu, Uluwatu, etc. Alors bon, très honnêtement, on ne sait pas quand ça va être fait, je ne sais pas trop si ça va arriver dans les années à venir, mais encore une fois, ne comptez pas trop là-dessus pour le moment. Si ça arrive un jour, c'est très cool. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trafic, donc ça peut être très bien. Mais pour l'instant, comme je vous le dis, le scooter, c'est quand même le moyen de transport le plus utilisé. Alors, concernant le sport, c'est hyper développé dans le sud de Bali, surtout à Canggu et Uluwatu. Vous avez des salles de sport de malade mental, avec des piscines, avec des recovery, vous savez, avec des bains glacés. Vraiment, c'est incroyable. Mais par contre, c'est super cher. C'est pas des salles Basic Fit à 30 balles comme on a en France. Hein. Non, non, non. C'est des salles entre 100 € minimum et ça peut aller jusqu'à 300 €. En fait, dans le sud de Bali, la culture du sport, du bien manger, elle est hyper présente. Vous allez voir, il y a tout le monde qui fait du sport ici. C'est vraiment un truc de ouf. Les salles de sport, elles sont blindées alors qu'elles sont à 200 balles par mois. Et c'est normal, vous avez aussi plein de salles de paddle, ça pousse comme des champignons. Vous avez plein de salles de pilates réformeurs, vraiment. Si vous voulez faire du sport ici, c'est vraiment un truc de ouf. Alors moi perso, je paye pas une salle 200 balles par mois, je trouve ça déjà beaucoup trop cher. Et surtout, moi j'aime tester plein de trucs. Donc en fait, moi je suis sur ClassPass. Je sais pas si vous connaissez, c'est une application où en fait vous allez acheter des crédits. Et après, vous avez plusieurs salles de disponibles autour de vous. Et vous choisissez, par exemple, je sais pas moi, lundi, je vais faire Pilates Reformer, 3 crédits. Mardi, je vais faire Muay Thai, 4 crédits. Vous pouvez réserver des gyms aussi pour faire de la musculation, ça va être 4-5 crédits. En fait, vous réservez vos cours de sport. Et c'est pas qu'à Bali, hein. ClassPass, c'est en France d'ailleurs, c'est partout en Asie, enfin c'est partout dans le monde, je crois. Donc c'est hyper pratique, ça vous permet de tester plein de salles, plein de cours différents. Et aussi de ne pas être dépendant d'une seule salle. Ça veut dire que ça se trouve, il y a des salles où vous allez payer pour 6 mois ou 1 an. Donc encore une fois, niveau flexibilité, je trouve que c'est pas ouf. Donc moi, franchement, je vous conseille ClassPass. Et si ça vous intéresse, je vous mets en description, j'ai un lien. Ça vous donne 20 crédits, il me semble, supplémentaires pour tester plein de cours. Et moi aussi, ça me donne des crédits. Aussi ici, en termes de sport, le surf, c'est vraiment l'activité à faire. Vous avez plein de surf shops le long de la plage. C'est environ, si vous êtes débutant, c'est environ 18 € le cours avec votre planche, avec un prof particulier qui va être avec vous dans l'eau. Donc si vous avez toujours rêvé de surfer, franchement, c'est vraiment l'endroit idéal. Il y a beaucoup de débutants. Je vous cache pas que si vous n'êtes pas débutant, ça peut être relou parce qu'il n'y a que des débutants dans l'eau avec des grosses planches en mousse. Mais en vrai, c'est hyper cool à tester comme sport. Pareil, encore une fois, tout se négocie. Si vous prenez plusieurs sessions, ça va pas être 18 €, ça va être moins cher. Aussi, si vous avez votre planche, pareil, c'est moins cher. Là, je vous parle vraiment de si vous êtes débutant, vous voulez tester, allez faire un cours de surf, c'est trop stylé. Et après, je sais qu'il y a aussi des activités gratuites. Je sais qu'il y a un café qui organise tous les mercredis, il me semble, une course dans les rizières à 6 h du mat. Vous allez courir tous ensemble dans les rizières. Après, vous allez tous boire un café, etc. Donc ça, c'est gratuit. Vous pouvez le faire entre vous. Il n'y a pas besoin de payer. Après, moi, perso, je suis pas du matin. J'ai pas envie de me lever à 5 h du mat pour aller courir dans les rizières. Il fait hyper humide ici. Là, vous voyez, je suis à l'extérieur, je parle à la caméra, je suis en sueur. Donc, très honnêtement, moi, j'ai pas envie d'aller courir ici. Je préfère aller sur un tapis dans une salle qui est climatisée. Mais bon, ça reste quand même une option gratuite et c'est très cool. Alors, comment ne pas parler massage balinais à Bali? J'en fais toutes les semaines, comment vous dire que je kiffe de ouf faire des massages ici. Alors, encore une fois, en termes de prix, si vous voulez un spa hyper instagrammable que vous avez vu sur les réseaux sociaux, le massage ne va pas être à 10 €, c'est plus 20-30 €. C'est comme ça, vous payez bien évidemment tout ce qui est beau. Moi personnellement, vu que j'en fais toutes les semaines, je vais pas mettre 30 € par massage. On a notre petit coin massage où on va toutes les semaines ou tous les 10 jours. Et là, le massage, il est 150 € il me semble, pour 1 heure. Et le massage est incroyable. Dans tous les cas, je pars du principe, quand vous faites masser, vous avez les yeux fermés. Donc finalement, c'est pas grave si le lieu n'est pas exceptionnel. Donc oui, effectivement, les massages ici ne sont pas chers. Vous avez des massages à 6-7 €. Mais c'est vraiment chez les locaux. Si vous allez vraiment dans des beaux lieux instagrammables, ça va pas être 7 €. Et c'est comme la nourriture en fait. Et c'est comme tout. Si vous voulez des trucs hyper beaux, instagrammables, réseaux sociaux, ça va être plus cher que des choses qui sont locales. Et enfin, dernière catégorie, les assurances, la santé. Comment ça se passe ici? Alors si vous déménagez à l'étranger, que ce soit à Bali ou ailleurs,
Pour moi, c'est obligatoire d'avoir une assurance voyage. Il y a des gens qui voyagent sans assurance et franchement, ça me choque. Alors oui, en France, on est très bien assuré, on a la sécurité sociale, dès qu'on a un problème, on est pris en charge, on peut aller aux urgences, etc. Sachez qu'à l'étranger, c'est pas le cas et ça monte extrêmement vite. Moi, j'ai déjà eu plusieurs soucis ici à Bali. Comme je l'ai dit, je suis tombée en scooter, j'ai chopé une bactérie, donc je suis allée plusieurs fois dans les cliniques. Ça coûte, franchement, j'ai dépensé, il me semble, entre 1 500 € et 2 000 € juste pour ces conneries. C'était pas des trucs très très graves. Donc heureusement que j'avais une assurance parce que du coup, ça a été remboursé. Mais imaginez, je sais pas, vous avez un accident de scooter et vous vous pétez le bras, vous pétez la jambe. Et là, ça va être des milliers d'euros que vous allez devoir payer si vous n'êtes pas assuré. Alors moi personnellement je suis chez Chapka, c'est environ 70 € par mois, franchement elle est très bien. C'est un bon rapport qualité-prix, j'ai comparé avec plein d'autres assurances. Quand j'ai eu des problèmes, ils ont remboursé, donc honnêtement, je conseille Chapka, mais je sais qu'il y a aussi April, il y a d'autres assurances, mais écoutez, moi Chapka, ça me convient très bien. Alors après, si vous partez moins de 90 jours, sachez que normalement, vous êtes remboursé, vous êtes assuré par votre carte bancaire. Regardez, envoyez un message à votre banque, mais généralement dans les 90 jours, vous êtes remboursé si vous avez un problème. Moi, je sais que c'était le cas quand je suis venue à Bali en 2023. J'ai eu un accident de quad, je me suis pris un arbre de plein fouet. Franchement, c'était assez violent. Et j'avais pas d'assurance à ce moment-là, j'étais avec ma carte bancaire. Et j'ai été prise en charge par ma carte bancaire parce que ça faisait moins de 90 jours que j'étais dans le pays. Donc renseignez-vous aussi si vous partez moins longtemps. Mais logiquement, là, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez déménager à Bali. Donc je vous conseille quand même, franchement, prenez une assurance. Je vous jure, même, vous allez avoir l'esprit tellement plus tranquille en vous disant que s'il y a un problème, en fait, vous êtes assuré. Et des fois, c'est pas de votre faute ce qui va se passer. En fait, un accident, malheureusement, on le prévoit pas. C'est pas forcément votre faute, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, prenez une assurance. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur le coût de la vie à Bali. Si vous êtes venu il y a quelques années, n'hésitez pas à me dire si vous êtes choqué par ces prix-là. Je sais que ça a énormément explosé, Bali. Moi, personnellement, j'adore vivre ici. Je trouve que le cadre de vie est exceptionnel. Les Balinais sont adorables. J'ai ma petite routine. Et franchement, j'adore être ici. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai un guide sur ceux qui souhaitent déménager à Bali. Donc dedans, je vous ai mis mes meilleurs contacts, tout ce qu'il faut savoir, les questions sur les visas, les meilleurs cafés pour le coworking. Vraiment, j'ai fait quelque chose d'hyper complet. Donc ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir.